dont on parle de nouveau. On en parle avec le procès Barbie à Lyon, en l'absence de Barbie qui a décidé de se cacher, de ne pas écouter ses accusateurs. Actuellement, une des questions qui se pose est naturellement, qu'est-ce qui reste de cette période? Qu'est-ce qui reste dans la mémoire collective? Et notamment dans ceux, j'en suis, qui sont nés après cette période, alors qu'il reste de nos jours des témoins, des acteurs vivants, et leur témoignage nous intéresse et nous interpelle. Donc aujourd'hui, on va en parler ailleurs qu'à Lyon, on va en parler autour de cette table, et avec donc ces personnes qui ont accepté de venir, des jeunes, des résistants, qui sont aussi des jeunes peut-être, mais qui sont des témoins extraordinaires, des témoins, des acteurs de cette période, et je souhaiterais même qu'ils commencent peut-être à se présenter eux-mêmes. Il y a M. Aléry qui est là, M. Grimberg aussi. Pour vous, par exemple, cette période, comment est-ce qu'on fait le choix de devenir résistant? C'est un peu une question qu'on peut se poser. Nous, qui sommes plus jeunes, qui n'avons pas les mêmes problèmes peut-être, mais comment est-ce qu'on devenait résistant? Il y a 47 ans précisément, les troupes nazies défilaient sur les Champs-Élysées. J'étais à l'époque étudiant et très vite, après avoir pris conscience de la trahison devant laquelle on s'est trouvé, qui avait fait que les troupes allemandes avaient pu arriver aussi rapidement à Paris, avec 2 millions de prisonniers, avec un désarroi total, très vite un certain nombre, et notamment les jeunes, ont pris conscience. Quel âge vous aviez à l'époque? 19 ans. Oui. 19 ans, et c'est pas par hasard si la première grande manifestation qu'il y a eu contre l'occupant, ça a été précisément le 11 novembre à l'Étoile. Ça a été la première grande manifestation. Et comme disait Picasso, je suis allé à une certaine orientation politique comme on va à La Fontaine. Eh bien, c'est vrai que les jeunes, on est allé par réaction à l'immobilisme, à la trahison qui avait amené l'occupation de la France. Et très naturellement, la résistance est organisée, a pris corps. Oh, ça a été long, ça n'a pas été si spontané, mais dès l'occupation, il y a eu un certain nombre de mouvements qui ont manifesté leur opposition à l'occupation sous les formes diverses. D'accord. Sylvie et Pascal, vous êtes donc des adolescents déjà, vous êtes scolaires, tu es en 4e je crois, et toi en seconde. C'est ça. Et vous êtes lycéen à Paris? Paris? Dans la banlieue. En banlieue. Et vous, par exemple, donc vous avez automatiquement abordé ces questions de la résistance, ne serait-ce que par les informations, puis d'autre part, peut-être déjà les programmes scolaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a nécessité d'une réflexion sur cette période, que c'est très très loin, que c'est un peu actuel quand même? Vous en pensez? Moi, je crois que il y a beaucoup de choses que tous les jeunes ne savent pas et même ne cherchent pas forcément à savoir, et qu'il faudrait qu'on leur en parle plus. Alors maintenant, avec le procès Barbie, peut-être qu'il y a une recherche sur le passé, mais il manque beaucoup de choses. Mais le passé, bon, il est certainement important, mais est-ce que c'est seulement par rapport à connaître l'histoire, ou est-ce qu'il y a aussi, malgré tout, des questions qui restent posées au fil des années et qui font que quand on est jeune, on peut se poser un peu les mêmes questions, peut-être que ces messieurs se sont posés lorsqu'ils avaient vos âges ou un peu plus. Par exemple, je ne sais pas, on a on n'a plus une situation d'occupation, mais malgré tout, il y a des éléments qui ont fait bouger récemment, par exemple les jeunes massivement. C'est des éléments qui jouent, qui font qu'à un moment donné, certains font des choix. Ça fait réfléchir, je ne sais pas, est-ce que ça vous paraît tout à fait autre chose, ou un peu pareil, ou très différent, enfin je ne sais pas. Ouais, moi je crois que justement le passé, il sert à réfléchir sur ce qui peut se passer dans l'avenir, dans le futur, ou même ce qui est en train de se passer maintenant, la réaction, les racistes, tout ça. Je crois que c'est important pour ça. D'accord. Alors, Camillo et puis Olivier, vous êtes plus jeune, vous êtes en 6e, vous avez 12 ans. Qu'est-ce que c'était pour vous la résistance? Qu'est-ce que ça évoquait pour vous avant de venir
aujourd'hui ici? C'est quelque chose de très ancien déjà pour vous? C'est quelque chose d'un peu récent? La liberté, quoi. C'est une bagarre pour la liberté. Il y en a qui disent que c'est du passé, mais moi, je trouve que faut, comme c'était présent. Vous avez appris les choses en regardant peut-être les émissions du procès Barbie ou ces choses-là dont on a pu reparler à la télévision ces derniers temps? Avant, moi, je connaissais rien de... Et après, mes parents, ils m'en ont parlé. J'ai entendu le procès Barbie. Et je me suis intéressée à ça. D'accord. Et alors, Madame Holteker et Madame Falk, vous êtes des résistants et déportés. Oui. Alors moi, la résistance, je suis venue, je dirais, tout naturellement à la résistance, parce que moi, c'était pas seulement l'occupation des troupes nazies, c'était le nazisme lui-même qui envahissait la France. Et le nazisme, je suis la moins jeune, disons, pour ne pas dire la plus vieille de nos camarades qui sont ici. Je m'étais occupée pendant la guerre d'Espagne qui avait précédé notre guerre de la solidarité envers la République espagnole. Et je savais que les nazis, Hitler, utilisaient ses armes et fourbissaient ses armes et essayaient ses armes en Espagne. Et nous savions, nous, que les ayant essayées, ces mêmes armes se retourneraient contre la France. Pour moi, l'occupation, c'était l'occupation nazie contre laquelle, automatiquement, je me suis trouvée pas entraînée, mais automatiquement, je suis entrée dans la résistance avec un groupe de mes camarades qui travaillaient pendant la guerre d'Espagne. Ça n'a semblé. C'est ça, il n'y a pas eu une découverte brutale de l'invasion comme toute une génération. Je m'étais intéressée aux antifascistes. N'oublions pas que ce nazisme, il existe depuis la venue d'Hitler, et même un petit peu avant, mais surtout depuis 1933, et que ces fameux camps de concentration ont été créés pour les premiers en 1933 également. Et là ont été mis justement tous les antifascistes allemands, tous les antinazis allemands à commencer. Et nous savions qu'un jour, c'est là où ils nous enverraient. Voilà pourquoi je suis entrée dans la résistance. D'accord. Et moi, je n'ai pas fait de résistance. J'étais une petite fille, comme notre petite amie. J'avais un petit garçon. C'est pas un petit garçon. Une petite fille, comme cette petite jeune fille. Et j'allais au lycée et je suis ce qui s'appelle vraiment une victime du racisme. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Parce que moi, j'étais jeune et mes parents étaient étaient concernés par la résistance, mais moi, ça me passait au-dessus de la tête. Et j'ai vraiment été arrêtée, déportée. J'ai fait 4 ans d'hôpital après mon retour, uniquement parce que j'étais juive. Et comment est-ce qu'une telle horreur, on la présente à une enfant ou une petite adolescente ça paraît inimaginable aujourd'hui. Comment est-ce qu'on lui présente les choses que c'est ça qu'on lui destine comme avenir ou comme non-avenir? Comme non-avenir. Hein. Mais d'abord, je crois, enfin, c'est pour ça qu'on essaie de le crier, il faut être vigilant. Absolument être vigilant parce que chacun de nous peut être victime du racisme. Il faut faire chaque jour, chacun de nous, faire très très attention. Parce qu'on a... C'est un sale instinct, c'est une généralité qu'on a assez facilement, de dire les Juifs, les Beurs, les Algériens, les Brésiliens, Et il faut absolument lutter chacun d'entre nous, chaque jour. Et il faut que les jeunes apprennent, justement, s'ils ont un petit copain qui n'est, je ne sais pas quoi, chinois, ne pas dire les Chinois sont comme ça, mais ce Chinois m'a fait mal aux pieds. C'est tout. Et c'est une lutte quotidienne qu'il faut garder. Il faut être vigilant. Et le racisme pour les jeunes aujourd'hui, de tous âges, dans les écoles, est-ce qu'il se manifeste? Est-ce que vous le rencontrez? Est-ce que vous ne le rencontrez pas? Et quelle forme il prend? C'est-à-dire, il se manifeste comment le racisme aujourd'hui? Est-ce que vous ne le rencontrez jamais? Est-ce qu'il n'existe pas pour vous que vis-à-vis de vos camarades, vis-à-vis des adultes, vis-à-vis de ce que vous ressentez? Un peu question directement aux jeunes qui sont ici. Au collège, moi déjà,
j'ai pas été victime du racisme, puisque je suis français, je suis née en France, mais j'étais un peu touchée, j'ai déjà entendu qui disaient sale noir, sale arabe. Ça m'a touchée à moi, parce que j'avais des copains arabes, des copains noirs. C'est au niveau des injures, donc. Ouais. Et il y en a partout, vous en avez entendu par ailleurs, vous avez vu d'autres choses dans vos établissements scolaires, peut-être vous qui êtes plus grands, ou des manifestations ailleurs, dans la rue, enfin je veux dire, ça peut vouloir dire quelque chose de précis, ou au contraire être quelque chose de très théorique, finalement, le racisme, ça représente quoi aujourd'hui en France, en 87? Pour moi, j'ai rencontré le racisme, enfin, c'était pas chez les jeunes, c'est plutôt chez les adultes. Et j'ai l'impression que c'est même souvent les adultes qui le transmettent aux jeunes. C'est quelle forme de racisme? Un racisme anti-jeune, comme on a dit, un racisme au sens strict racial, un racisme contre certains comportements, contre certaines cultures? C'est général, c'est tout ça. Des injures, un peu comme Camillo vient de dire, ou au-delà d'injures? Ça se manifeste surtout par des injures, mais enfin, c'est autre chose, quoi, c'est encore plus loin. Même chose? D'accord. Toi aussi? D'accord. Et un peu la question moi, que je me pose, c'est, bon, on entend ce que vous dites sur justement l'existence de danger, la nécessité d'une vigilance. Pour vous, en fait, aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour qu'ils ne vivent pas finalement ce dont vous avez été victime et ce qui vous a amené à ce type de choix qui font que vous êtes ici aujourd'hui finalement? Oui, ben nous, c'est pour ça qu'on accorde au procès Barbie une importance. C'est ça. Une grande importance, parce que pédagogique. C'est un procès pour l'histoire. C'est pour enrichir la mémoire collective. Nous allons encore dans les écoles, mais dans quelques années, nous ne pourrons plus y aller. Nous voulons assurer la pérennité de notre témoignage et démontrer ce que comportait la théorie nationale-socialiste, qui était basée sur l'élitisme, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme. Et c'est en partant de ces théories que la supériorité de la race allemande, bon, ça a été ça à la base, avec comme conséquence, d'une part, l'ouverture de camps de concentration, de camps d'extermination, où des millions de races inférieures, selon la terminologie nazie, bien sûr, de races inférieures, c'était les juifs, c'était les tziganes, c'était les slaves, c'est exterminer tout ce qui n'était pas là, qui mettait en cause la pureté de la race. Et alors, nous devons être vigilants, c'est parce qu'on voit refleurir aujourd'hui des théories qui ne se réclament pas du national-socialisme, mais qui en fait développent les mêmes principes. Et c'est pourquoi nous disons aux jeunes, et nous voulons que faire aider les jeunes à tirer de l'expérience du passé. Je sais bien, l'histoire ne se répète jamais de la même façon, mais il y a des similitudes, parce qu'elle se répète jamais, parce que les successeurs, personne aujourd'hui va se proclamer hitlérien, parce que d'abord c'est dangereux, c'est réprimé par la loi, c'est vrai, mais par la loi française, pas française, mais ça présente un risque de poursuite, etc. Et, puis c'est pas encore crédible parce qu'il reste beaucoup de choses dans la mémoire encore, mais sous des formes tirant les enseignements de l'échec du national-socialisme, alors ils s'adaptent, un certain nombre de politiciens adaptent, de théoriciens révisionnistes et autres, adaptent leur propagande. Elles veulent profiter d'une situation qui, je dis, se répète pas. Mais enfin, on a une situation difficile, par exemple, actuellement, du point de vue économique. Alors, des théories sur la xénophobie, renvoyer les Arabes chez eux, etc., faire porter la responsabilité. C'est ce qu'Hitler a fait. Il a dit, voilà, si ça va mal en Allemagne, c'est parce que c'est de la faute aux Israélites. S'il y a du chômage, c'est de la faute aux étrangers. Bon, mais on entend actuellement des positions, enfin, sinon, si c'est similaire, mais, enfin, dites avec de telle ou telle autre formulation. Alors, c'est ça. On dit, voilà, le développement de ces théories dans une population, dans la population allemande, a abouti à l'arrivée d'Hitler au pouvoir et la mise en application de la théorie nationale-socialiste. Alors, dis attention, c'est pourquoi nous voulons témoigner.
Et vous saviez, par exemple, vous, que des historiens aujourd'hui prétendaient qu'il n'y avait pas eu d'extermination dans les camps de la mort en Allemagne sous le nazisme. C'est-à-dire des historiens qui prétendent aujourd'hui que finalement tout ce témoignage qu'on entend n'existe pas, puisque les événements auxquels ils font référence n'ont pas eu lieu. Enfin, qui nient complètement, à la limite, le nazisme. Vous le saviez? Non. Peut-être, vous avez entendu, oui. Les grands peut-être. Ouais. Enfin, c'est une solution facile des choses. Dire il ne s'est rien passé, alors qu'on a quand même des témoignages. Justement, bon, il y a encore des témoignages, mais c'est vrai que les lois naturelles font que de plus en plus, on a cette mémoire-là qui se recule, qui peut s'estomper si on n'y prend pas garde. Donc c'est aussi, à mon avis, une des choses qui doit nous faire réfléchir, à nous qui n'avons pas connu ces événements, un peu de qu'est-ce qui va rester demain de ce souvenir, qui n'est pas seulement le souvenir d'une volonté inhumaine de destruction de l'homme, mais aussi la volonté de révolte, de résister à cela. Donc, par rapport à cette transmission, vous aviez peut-être d'autres éléments aussi à apporter à la jeune génération. Bien, oui, en ce qui concerne les témoignages, nos témoignages, effectivement, nous restons quoi de survivants français, 3 à 4% maximum, hein, aujourd'hui, de survivants. Mais des témoignages, bon, nos témoignages, c'est certain, sont importants, mais il y a, dans tous les camps où il y a eu des chambres à gaz et des crématoires, maintenant sont installés des musées qui sont là-bas. Par conséquent, quand on voit des pièces avec des bidons de Zyklon qui sont encore, qui n'ont pas été utilisés, qui sont gardés dans ces pièces, quand on voit des fours, quand on voit des fours crématoires, quand on voit des chambres à gaz, c'est tout de même bien la preuve que ça a existé. Et il faut dire que tous ces camps sont gardés soigneusement en l'état et que la plupart se trouvent en Allemagne de l'Est et en Autriche, comme Mauthausen, la plupart, sauf celui de Dachau qui est dans l'Allemagne de l'Est. Mais tous ces camps sont gardés et ils sont visités toutes les semaines. On amène des écoles entières pour visiter ces archives et ces musées. Et ça, c'est une très bonne chose pour que la jeunesse allemande soit informée de ce qui s'est passé, Bien entendu, nous n'en voulons pas, nous, aux Allemands en général, et à la jeunesse en particulier, qui n'a pas connu cette période et que nous souhaitons de tout notre cœur qu'elle ne la connaisse jamais. Nous n'en voulons pas à l'ensemble des Allemands, mais il est certain qu'on ne peut pas pardonner les nazis et tous ceux qui ont eu des hautes responsabilités. Parce que des Barbies, il en existe encore malheureusement un certain nombre dans le monde qui font leur sale boulot, l'on peut dire, dans les pays, plus particulièrement d'Amérique latine, où les dictateurs les emploient pour utiliser les méthodes que leur chef, leur dieu Hitler leur a apprises. Alors, il est certain que un poète a dit si vous oubliez le passé, apprêtez-vous à reconnaître au présent ce qui s'est passé. Je ne sais pas, ce ne sont pas les termes exacts, excusez-moi, mais enfin, c'est le sens. Et c'est certain parce que, effectivement, on peut remonter dans l'histoire de France. C'est certain que des événements, sans être les mêmes, eh bien, on retrouve des exactions qui entraînent des mortalités épouvantables d'innocents, parce que s'il y a eu des résistants qui volontairement ont accepté d'être des soldats de l'ombre, comme l'appelait Jean Moulin, qui a été le grand unificateur de la résistance, eh bien, il y a eu une quantité de gens qui aujourd'hui sont surpris quand ils nous racontent des choses qu'ils ont vécues et on leur dit « Mais alors, vous avez fait de la résistance ?» Nous, de la résistance? Oh ben non, oui, bien sûr, on a caché des camarades qui étaient recherchés, on a aidé à les nourrir. Pour eux, ça n'était pas de la résistance. Eh bien si, c'était de la résistance. Et il est certain qu'il y a eu
C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas eu tellement de résistants. Mais si, il y en a eu des milliers et des milliers et des milliers de résistants. Seulement, ce sont des gens qui ont fait leur devoir de français et d'anti-nazis tout naturellement et qui ne pensent pas qu'ils ont fait de la résistance. D'accord, mais il y a eu aussi des Français